sur les ondes de radio PMFM. Aujourd'hui, nous vous retrouvons donc pour une deuxième fois pour une capsule sonore où on va revoir et interviewer des élèves, donc des anciens élèves du lycée PMF ou comme ça s'appelait avant Mutu. Donc je vous laisse. On va se présenter, ça va aller très bien. Oda. Alors moi, c'est Cyrine Benamor. J'ai eu mon bac en 1988 à Mutu, un bac A2, ce qui voulait dire à l'époque lettres, langues et philosophie. Et puis maintenant j'enseigne la littérature italienne à l'université et je suis interprète freelance dans le cadre de conférences internationales. Donc je travaille en cabine, en simultané, en consécutive. Voilà, principalement. Et je suis secrétaire générale de l'association des anciens de PMF Mutu. Donc une jeune association qui a 3 ans. Je passe la parole à Samy, on en parlera peut-être un petit peu après. Samy Hadj Khalifa, je suis ancien du lycée. J'ai été au lycée de 4e jusqu'en première. Ensuite, j'ai fini à Carnot. Donc, j'ai fait déjà 2 lycées français sur 3 à l'époque. Sinon, aujourd'hui, je suis hôtelier. Mais j'ai 2 de mes filles qui sont en première actuellement au lycée. Mais bon, elles ne voulaient pas trop qu'on en parle, mais c'est pas grave. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. Alors, premièrement, je veux savoir quel est votre souvenir le plus cher dans ce lycée ? Waouh, on en a beaucoup, des super souvenirs. C'est difficile. Alors, c'est toute une histoire en fait, Mutu. Mutu, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de mélange entre les différentes nationalités, les différentes religions. Enfin, on vivait tous ensemble en fait. À l'époque, nous étions donc tunisiens, français, maltais, italiens, juifs tunisiens aussi. Et toute la communauté vivait ensemble. Donc, on s'échangeait, par exemple, nos fêtes. On allait passer Noël chez des copains, ils venaient passer l'Aïd chez nous. Donc ça, déjà, c'est un très, très beau souvenir. Ce mixage de cultures très différentes, mais en même temps qu'il y avait un point commun. Et le point commun qui nous reliait, franchement, c'était l'amitié, principalement. Donc, on était beaucoup moins nombreux, aussi. Donc, on se connaissait peut-être beaucoup plus. On était beaucoup moins... Alors, on va parler sans tabou, On était beaucoup moins snob. Donc tout le monde était logé à la même enseigne, on allait à pied, nos parents nous accompagnaient rarement et même quand ils nous accompagnaient, on demandait à ce que les voitures soient garées très très loin parce qu'on avait honte. Et donc on préférait être très à l'aise et venir même faire quelques kilomètres, même parfois à pied. Et ça crée des liens aussi. Donc ça c'est d'une part. Et puis les souvenirs qu'on a de nos profs, on a beaucoup déconné aussi. Mais c'était des petites choses, c'était gentil. Par exemple, ce dont je me souviens, alors ça c'est une anecdote. C'est pas un souvenir qui est très très agréable, mais j'avais une observation. À l'époque, les sanctions que nous avions, c'était les observations, les avertissements, les retenues. Et quand c'était vraiment très très grave, il y avait les blâmes et bien sûr, il y avait les 2-3 jours d'exclusion, voire parfois même plus. Certaines définitives, mais c'était rare. Oui, mais bon. Et donc, j'avais une observation parce que j'avais pas fait mes devoirs en fait. C'était assez rigide comme système. Et j'ai eu très peur de mes parents. C'est comme un avertissement, l'observation ? Non, c'est plus soft. D'accord. Non. C'est juste une observation, mais c'est quand même un petit papillon qui, à l'époque, était de couleur orange. Et il fallait le faire signer par les parents. Et donc, moi, faire signer par mes parents, c'était inconcevable. Et donc, je l'ai signé. J'ai imité la signature de maman. Sauf que j'ai eu très, très peur. À l'époque, nous avions comme surveillante générale Nicole, qui était une femme formidable. Il faut préciser pour les plus jeunes que surveillant général, c'est comme CPE aujourd'hui au lycée. Oui, c'est ça, absolument. CPE. Et donc, c'était une femme à la longue queue de cheval, toujours en jean, en espadrille, dont on avait très très peur, mais qui était vraiment très sympa avec les élèves. Et donc, je lui ai amené mon truc, mon observation signée de ma main, et elle m'a regardé droit dans les yeux, je lui ai donné l'observation, et je lui ai dit, c'est moi qui l'ai signée. Direct, C'est-à-dire, elle n'avait même pas besoin de me dire tu l'as falsifié. Bon, du coup, elle a déchiré, elle m'a dit ok, tu l'as dit, tu as été honnête, je vais quand même appeler ta maman pour la prévenir, donc elle l'a su. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on faisait ? Tu te rappelles de quelque chose, Samy ? Moi, j'ai plein de souvenirs. Nous, l'un des souvenirs, ce qui était assez marquant, c'est qu'une fois par an, on avait un match de rugby élève-professeur. Et ça, c'était le moment où on tutoyait les profs. Il y avait beaucoup de règlements de compte. Quand on tombait, il y avait un point ou un coude qui traînait. Mais aucun prof n'en a tenu rigueur. C'est-à-dire que les élèves sortaient avec un œil au beurre noir. C'était vraiment le gros règlement de compte. Et on avait même à l'époque le censeur, ce qu'on a fait le proviseur adjoint, le censeur.
Monsieur Diacono qui jouait. Il était talonneur. Donc, quand on tombait allègrement dessus et tout. Les profs se vengeaient aussi un peu. Et il y avait la fête de fin d'année qu'on faisait, qui était aussi très sympa. Où là aussi, c'est pareil. On réduisait la distance avec les profs. Parce que à l'époque, quand un prof disait quelque chose, s'il faisait une remarque ou il demandait à voir les parents, c'était la fin du monde pour nous. Mais là, c'était la journée pendant laquelle tout le monde pouvait s'en donner à cœur joie. Puis en quittant le terrain, c'était fini. Mais bon, ça fait partie des choses. Je ne sais pas si ça perdure, mais c'était quelque malheureusement, chose. non, mais voilà, on peut proposer à l'administration, pourquoi pas. Ah non, c'est pas l'administration, excuse-moi. Il faut dire ça aux profs directement. Il faut faire ça en dehors. Oui, il faut voir si ça. Il y a des profs que ça intéresse. Parce qu'il y avait pas mal de gens. On avait 2 surveillants qui étaient en équipe nationale de rugby et tout. Donc, ils faisaient partie. Nous aussi, on en avait 7 ou 8. On était 7 ou 8 à être en équipe nationale de rugby à l'époque. Et donc, on s'en donnait à cœur joie. Il faut dire que le rugby, dans les fin des années 70, était balbutiant en Tunisie. Et comme on jouait beaucoup, parce que le foot était interdit à l'époque au lycée, ça posait trop de problèmes de jouer au foot. Donc, on jouait au rugby. C'était le sport alternatif. Mais ça, c'est un des beaux souvenirs. Donc, voilà, on lance l'appel. Voilà, donc, s'il y a des professeurs qui veulent jouer au basket, ou au foot, ou au rugby avec des élèves, voilà, vous êtes bienvenus. Hein, voilà, pourquoi pas. Vous ne faites pas, vous, dans l'association sportive, l'AS, si, vous ne jouez pas contre les profs non, de temps en temps contre d'autres établissements, tels que la Marsa ou l'ISC, mais pas avec les profs. Non. Et il y a toujours la concurrence entre la Marsa et Tunis, parce qu'à notre époque, entre Caillou et Mutu, c'était rude. Hein. Je veux dire, quand on faisait des tournois de foot, de hand, de volley, c'était vraiment très, très rude entre nous, parce que nous avions la réputation à l'époque d'être sages. Et Caillou, c'était autre chose. Il y a encore la compétition, enfin, on va pas se mentir, il y a encore la compétition entre les 3 lycées. Enfin, avant c'était 2, maintenant c'est 3. Ah, mais nous, on est puristes, on pense principalement à Mutu et Caillou, quoi. Mais, je pense et Carnot à l'époque aussi. En tout cas, dans les compétitions que moi j'ai participé, par exemple au handball, quand même, c'est pas si violent que ça. C'est vrai qu'il y a la compétition parce qu'on veut gagner et tout. Et puis, bien sûr, on veut que notre lycée soit le meilleur. Mais on n'est pas au point de... Enfin, c'est pas ce que j'ai entendu avant dire des bagarres et des insultes, etc. Non, bon, c'était ça pas allait. vraiment très, très méchant, mais bon, c'était souvent, ça, il y avait quelques bagarres sur le terrain, mais après... Contre tes copains. Oui, mais c'était après, sur le moment. Après, des filles, donc contre des garçons, ils ont pas osé non plus. Ils n'ont pas osé. Ouais. Aussi, donc, je voulais savoir, donc, comment est-ce que vous avez donc justement vécu ce multiculturalisme. Donc, vous étiez dans un lycée français, mais vous étiez tunisien. Et en Tunisie, donc, par exemple, nous, aujourd'hui, des fois, on sent qu'on est un peu marginalisé. On nous met dans une case à part, des Tunisiens francisés. Est-ce que vous avez eu un peu ce sentiment-là où vous êtes senti mis dans une case spéciale? Alors moi, j'avais un parcours un peu spécifique parce que j'ai commencé mes études en France. Je suis né en France, je suis arrivé donc en 4e. Et ce qui se passait, pourquoi il y avait beaucoup plus de mixité, comme a dit Céline, on était moins nombreux, et il y avait énormément d'enfants de diplomates de toutes les nationalités. On avait le fils de l'ambassadeur des États-Unis, les enfants de l'ambassadeur du Sénégal, les enfants de l'ambassadeur de Suède, tout le monde était plus ou moins là. Il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas d'école américaine, donc tout le monde était là, et beaucoup de gens étaient seulement de passage. Donc on arrivait... Moi, il m'a fallu aller 3 heures le jour où je suis arrivé pour me faire des amis qui sont toujours mes amis depuis plus de 43 ans. Bon, j'ai rien dit. Donc, c'était plus facile, il n'y avait pas d'exclusion, mais il y avait un... Et puis, les gens passaient d'un groupe à l'autre parce qu'on avait des amis un peu partout, on se retrouvait. Il y a des gens qui s'étaient vus peut-être 10 ans avant ailleurs, qui se retrouvaient ici. Les profs aussi facilitaient beaucoup les choses pour ça. Mais on a eu, je me rappelle, 3 élèves qui sont arrivés du Suriname, qui est la Guyane hollandaise, ils ne parlaient pas français. Et ils sont quand même venus, c'était la seule école. Au bout de 3 mois, ils suivaient les cours normalement. Tout le monde a aidé. Donc, il n'y avait pas d'ostracisme, il y avait, comme elle a dit, moins de monde, il y avait plus d'ouverture et des gens qui étaient de passage qui arrivaient, et des gens qui partaient à Carnot, qui arrivaient de Carnot, qui allaient à la Marsa. Ce qui faisait qu'on n'avait pas vraiment... Enfin, moi, je n'ai pas senti ça comme ça du tout. Non, mais c'est-à-dire par rapport aux autres lycées. Moi, par contre, pour rebondir sur ce qu'a dit c'est, mais l'année de notre terminale, donc on était une terminale à 2, on avait peut-être 4 garçons seulement, et tout le reste, c'était des filles. Et puis arrive au mois d'octobre-novembre, un Coréen, donc fils de diplomate, qui ne parlait pas un mot de français. Et c'est incroyable, hein, parce qu'il a eu son bac mention très bien. Imagine-toi qu'il ne disait pas un seul mot de français. Et qu'à la fin, il parlait
le français, mais alors là, à la perfection, et l'arabe. Le dialecte tunisien. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Bon, ils ont une capacité d'absorption qui est phénoménale. Donc nous, parfois, on peinait et vers la fin de l'année, on lui posait même des questions de philo. Pour te dire, hein. C'est pas mal. Maintenant, en ce qui concerne ta question, moi, je la prends sous un autre angle. C'est-à-dire que, comment est-ce que nous avons été considérés peut-être par les autres lycées en Tunisie ? Oui. C'est ça ce que tu voulais dire ? Alors, à l'époque, il y avait 2 lycées qui étaient proches. C'était les Pères Blancs et Helmand Zassis. Et en général, les jeunes de Père Blanc venaient après les cours devant notre lycée parce qu'on avait beaucoup de copains en fait et parce qu'ils draguaient les filles aussi. C'est ce que tu veux dire, Samy ? Oui, absolument. C'est ce qu'il voulait dire et c'est vrai. C'est vrai. Donc on avait pas mal de plus ou moins jolis garçons d'ailleurs et qui étaient là devant le lycée, qui attendaient les filles de Mutu. Mais bon, maintenant, est-ce qu'on a été stigmatisé ? Non. Franchement, en tout cas, j'ai pas ressenti ça comme ça du tout. Hein. Du tout. Bon, parfois on te disait, anti-mission, tu viens de la mission, tu parles en français, mais c'était pas franchement méchant. Hein. Et puis on n'était effectivement pas très nombreux, quoi. Donc, Et on avait la plupart des enfants de ministres, et même à un moment le fils du ministre de l'Éducation nationale tunisienne qui était au lycée. Bon, c'était assez, on a des anciens connus comme Abdelaziz Belkhoja, qui est un ancien de Carnot, dont le père a été un grand ministre de Bourguiba. On en a eu d'autres comme ça, et les gens, beaucoup, mais ce qui se passait beaucoup pour ces gens-là, c'est que les parents ayant été dans le corps diplomatique, ils avaient beaucoup voyagé. Quand ils rentraient en Tunisie, ils étaient un tout petit peu décalés par rapport... mais il n'y avait aucun complexe à ce niveau-là. Non, je sais pas. Décalée. Moi aussi, je suis fille de diplomate. Non, mais décalé par rapport à l'éducation nationale tunisienne. Ah oui, c'est-à-dire non, le fait décalé, de rattraper en arabe, c'était pas le problème. Non, c'est impossible. Mais pour te donner un exemple très simple, étant arrivé en 4e, je faisais arabe LV2, il n'y avait pas à Mutu, donc je faisais ça par correspondance avec Nantes, avec le CNTE, le Centre national de téléenseignement. Alors je faisais de l'arabe par correspondance avec la France, qui était assez amusant, parce qu'il n'y avait pas d'LV2. Mais pas à aucun moment vis-à-vis des autres lycées. Au contraire, ça faisait un peu bien. Ouais, je suis à Mutu. Moi, j'ai appris l'arabe. Alors, s'il nous entend, ou si peut-être qu'il nous entendra un jour, j'ai essayé de le recontacter, mais je n'ai pas pu retrouver ses coordonnées. C'est Monsieur Glassman, qui était mon prof d'arabe en 6e, parce que moi, je suis arrivée en 6e à Tunis. Hein. Papa, la même chose, était diplomate. Et Monsieur Glassman, russe, enseignant d'arabe. Et figure-toi que c'est lui qui m'a fait aimer la langue arabe. Comme quoi, il ne faut pas forcément être tunisien ou arabe pour bien parler arabe. Non, absolument pas. C'est lui qui m'a appris à lire, enfin, si on veut, quoi. Bon, et à écrire en arabe. Donc ça, c'est formidable. J'ai des souvenirs, par exemple, en première, d'un élève qui était austro-allemand et qui était un des meilleurs de la classe en arabe, et il adorait cette langue-là. Après, bon, il a quitté en CE2. Mais comme quoi, voilà, c'est pas forcément parce qu'on est arabe qu'on aime cette langue ou qu'on la maîtrise parfaitement. Oui, là, carrément, il était enseignant d'arabe. Hein. Oui. Et maintenant, parlons FOMA, parce que justement, cette interview, c'est dans le cadre du FOMA. Donc, on rappelle, donc, c'est le forum mondial des anciens de la Les lycées français dans le monde. Et donc, il y aura lieu du 12 au 14 avril en Tunisie, notamment à PMF le 13 avril. Donc, samedi 13 avril, de 9h30 à 12h30. À PMF, ça va être jusqu'à 17h, il me semble. Hein. Ah oui. Parce que, okay. Nous allons avoir des ateliers le matin. C'est pour ça, exactement. Voilà. Et l'après-midi, ce sera. Après, nous aurons une table ronde, la séance plénière, les grands témoins, et enfin les recommandations, puis le dîner gala le soir. Voilà. Et donc, pour parler, pour rester dans le cadre, quel avantage vous apportez le fait d'être dans un lycée français ? À l'échelle mondiale, est-ce que ça vous a créé des relations ? Est-ce que ça vous a donné certains renoms Parce que je me rappelle, vendredi dernier par exemple, nous avons reçu 2 invités qui disaient que quand je rencontre quelqu'un d'un lycée français, de Tunis par exemple, je me sens à l'aise, je me sens en sécurité, parce que j'ai une certaine confiance. Est-ce que c'est un sentiment partagé ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ressentez quand vous rencontrez quelqu'un d'un autre lycée français ? Alors d'abord, ce que ça nous a donné, pour la plupart, c'est carrément un carnet d'adresses, c'est-à-dire qu'on connaît des gens. Donner l'exemple du fils de l'ambassadeur d'Algérie, son père a été président après, le général Kef en Algérie et tout, et on a divers amis qui sont, de par le fait que les parents étaient soit diplomates, soit des hauts postes, et de par le fait qu'ils aient fait le Mutu, comme on dit à l'époque, ou Carnot, un autre, et qu'ils aient fait des études supérieures, ces gens se retrouvent à des postes souvent de responsabilité en Tunisie ou dans leur pays.
La deuxième chose, on en discutait l'autre fois avec le proviseur adjoint, qui lui vient du Maroc et tout, c'est-à-dire qu'on se retrouve et on arrive à avoir les mêmes bases, les mêmes réflexes sur certaines choses. Si je dis à mes filles, aussi bien que si je dis à quelqu'un qui a fait un lycée français, aux âmes bien nées, qu'est-ce que tu me réponds ? La valeur n'attend pas le nombre des années. Non, voilà, mais c'est le CID, c'est pour citer, c'est le genre de choses, on a les mêmes réflexes parce qu'on a eu la même éducation. Ce qui nous pose un décalage par rapport aux gens qui ont fait l'école tunisienne, comme ma femme qui, elle, est arabisante. Elle est capable de sortir des poèmes d'Abou Qassem Chebi. Je ne comprends pas la moitié. Donc c'est ça. Mais ce qui nous relie beaucoup et ce qui facilite les choses, c'est que quand on va faire une blague ou un petit jeu de mots, les gens répondent et suivent. Ça, c'est ce qui fait un peu le lien. Donc c'est une mentalité, c'est une façon Plus, de penser. c'est une éducation, c'est un bagage culturel commun. D'accord. Donc on pense un peu de la même manière. Donc c'est une vision similaire plus ou moins des choses. Oui, mais je pense que c'est plus... Sur des grandes lignes, sur des grandes lignes, oui, on se retrouve beaucoup. Il y a certainement une mentalité commune, quelque part, même s'il y a beaucoup de différences culturelles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affinités, parce que ce que nous a appris justement l'école française, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'esprit critique. C'est Samy qui n'arrête pas de me dire que le micro est trop loin, trop proche, etc. Mais bon, bien sûr. Donc, c'est vrai. Nous avons beaucoup de points communs, en fait. Énormément de points communs. Et c'est ce qui nous relie. C'est-à-dire que quand tu sais que quelqu'un vient du bout du monde et qu'il a fait le lycée français, quel que soit le pays, tout de suite, tu sais qu'il y a des référents quand même qui sont communs. Et ces référents-là sont importants et ils font partie de tout un patrimoine. Et ça, c'est la chance que nous avons eue, effectivement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Samy, moi-même, d'autres amis ont mis leurs enfants dans des écoles françaises en Tunisie. Moi, je viens d'une lignée, en fait, de personnes qui ont été à Mutuelleville. Mon oncle a été le premier inscrit en 1957. Ah, c'est un an après l'ouverture du lycée. Absolument. Ici, donc, mon second oncle aussi. Maman a fait Carnot et Mutu. Mon fils a fait Mutu et Caillou. Et moi, j'ai fait Mutu. Donc, tu vois, ça nous appartient. On a l'impression d'être chez nous maintenant, finalement. Enfin, on est chez nous, effectivement. Donc, voilà. Et c'est pour ça que nous avons créé l'association, pour créer ce réseau. Un réseau qui puisse aider, un réseau d'entraide entre les nouvelles générations qui sont représentées par vous aujourd'hui. Oui. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas donner un coup de main, par exemple, pour un jeune qui a envie de faire un stage à l'étranger, qui cherche un job en Tunisie ou ailleurs. Samy, d'ailleurs, a proposé, tous les ans, il propose des stages pour les jeunes gens au niveau de la 3e, par exemple, mais aussi des stages d'autres ordres, professionnels. Par exemple, actuellement, il vient d'aider mon fils qui est étudiant à Toulouse. Écoute, c'est vrai, à faire son stage à Tunis dans le cadre de ses études supérieures. Donc voilà, c'est ça, tu comprends. C'est vraiment des choses qui sont très sympas. C'est un réseau d'entraide et justement qui est justement basé normalement sur les mêmes valeurs. Donc déjà, on est plus ou moins sûr, on sait plus ou moins comment les gens vont raisonner. Donc, on rencontre, tiens, même à l'étranger, vous avez fait, oui, tac, et puis on discute plus facilement. Vous avez fait quel lycée ? J'ai fait le lycée de Milan, j'ai fait de Rome, j'ai fait le lycée d'un tel. Donc, on trouve des gens et c'est assez amusant de voir que... Et il y a des profs aussi. J'ai un ami qui s'est retrouvé à Pondichéry, en Inde, qui est retombé sur notre prof de maths pour son bac. Le prof de maths qu'on avait ici en 4e ou en 3e. Alors, comme les profs aussi tournaient beaucoup à l'époque, et on avait ce qui s'appelait les VSNA, c'était les volontaires pour le service national actif. Au lieu de faire l'armée, ils faisaient 2 ans en coopération. Donc, c'est des gens, ou même plus. Et ensuite, ils restaient dans le circuit, donc des gens qu'on retrouvait à droite, à gauche. On dit, tiens, il y a tel prof qu'on a retrouvé à tel endroit. Mais même avec les profs aujourd'hui, bon, les nôtres sont un peu âgés, mais quand on retrouve des profs, c'est dans des soirées, on peut arriver quelque part qu'on retrouve un prof, mais des années après, peut-être que les années après, le contact est plus facile. Et autre chose, j'ai eu personnellement beaucoup de mal à revenir au lycée pendant 10 ans après le bac. C'était la prison un peu. Maintenant, ça me fait plaisir. Donc, je comprends quand les élèves plus ou moins jeunes ont un peu plus de mal. C'est vrai qu'il n'y a pas que des bons souvenirs. Et puis, la fac, ça ouvre tout. Puis, quand on commence à bosser, on se dit finalement, c'était un bon moment. C'était comme les gens qui vous parlaient de l'armée. Oui, l'armée, c'est nul quand on est. Après, les copains de régiment, même si ça ne dit pas grand-chose aux filles. Mais retrouver les gens, puis revenir sur le lycée, ça fait quelque chose. Vous allez détruire nos bâtiments, là. Ça nous fait quelque chose. On n'y est pour rien. Non, on n'y est pour rien. Mais, donc, justement, comment est-ce que vous qualifieriez, donc, en 3 mots, votre expérience ici au lycée ?
marquante, problématique, et finalement, ça a donné une grande ouverture. Moi, je dirais inoubliable, ça c'est certain. C'est très difficile, en fait, tu vois. C'est une question banale, mais pas tant que ça, parce que trouver 3 mots alors que tu as envie d'en dire des centaines, c'est compliqué. Moi, je dirais que c'est une belle histoire d'amour, tout simplement, avec Une Mutu. belle histoire d'amour. Ça fait 4 mots. Ah, je suis C'est désolée, pas je peux grave, pas c'est faire pas grave. moins. On va faire une promotion. Enfin, voilà, 4 au prix d'un, 3, c'est pas grave. On va dire belle histoire d'amour, on enlève une. Mais on a quand même encore 4 mots parce que le D apostrophe est considéré comme C'est pas étant un grave, pas une phonème à promotion. part. 3 au prix de 4, c'est pas grave. Et quand vous êtes revenu, donc après, par exemple, pour le centenaire du lycée, oui, Qu'on a organisé oui, d'ailleurs. justement, quelle était votre première impression, enfin, quand vous avez vu les élèves qui s'étaient activés, et ces échanges, d'ailleurs le groupe, je me rappelle, le groupe donc, des anciens de Mutuelle Ville qui a été créé, qui donc a réuni les anciens élèves, mais aussi les élèves actuels, et donc il y avait des photos qui étaient partagées, des anecdotes. Donc quelle était votre impression, quel était votre sentiment quand vous avez vu D'appartenir à une grande famille en fait. Et on s'est dit que ces liens étaient pérennes. On s'est vu un peu à travers, on dit tiens, on avait fait ça, même si les choses étaient un peu différentes, mais la chose c'est que le lycée avait un peu changé au niveau même architectural. Là, tiens, il n'y avait pas tel escalier, telle chose, les élèves étaient, disons, maintenant plus bruyants, moins, parce que nous, on avait surveillant général, les gens, c'était un peu strict. Plus nombreux aussi. On parlait pas dans les couloirs, il y avait des tas de choses. Oui, quand même. Oui, mais oui. aussi parce qu'on est moins nombreux et il y avait une discipline très différente. Mais les élèves, c'est assez marrant sur des choses. Ils disent tiens, on a fait ça, on n'a pas fait ça. Il y a des choses que vous faites qu'on n'a pas fait, et le contraire. On va pas rentrer dans le détail, mais on n'avait pas de radio, par exemple, à l'époque. Non, on n'avait pas de radio, mais on avait Miss Mutu qui était élue tous les ans. C'était de la discrimination d'ailleurs. Oui. Bon. Et on avait, il y avait quoi ? Il y avait un club photo, un club informatique, l'association sportive. Mais Le théâtre, on avait un club théâtre que vous avez toujours d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais vous avez, avec le développement des multimédias, quand même des choses un peu plus, comme la radio. Il y a des choses, je suppose que club informatique, c'est autre chose que ce qu'on faisait. Cette année, c'est club développement de jeux vidéo. Oui, voilà. Ah, c'est sympa. Oui. Nous, on faisait des jeux. On faisait des jeux, mais c'était du mastermind. C'était très... Jeux vidéo. Non, on le faisait sur ordinateur. Fallait un programme, oui, mais c'était vraiment... C'était du balbutiement. C'est des petits trucs. Quand on faisait 3 lignes de programmation, c'était le bout du monde. Maintenant, quand quel langage je peux demander parce que je suis régisseuse, donc... On faisait du COBOL et du Fortran, ça ne va rien dire. Du Pascal, du Pascal. Pascal ici, bien sûr. Oui, mais le COBOL et le Fortran, c'est la base, ce qu'on faisait. C'est la préhistoire, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, on fait du Python. Alors là, j'ai fait de l'informatique pourtant dans le temps et je suis complètement out à ce niveau-là. J'ai fait de l'informatique gestion à l'université, mais alors, on était... Moi, c'est le chinois. Moi qui fais de la poésie, de la littérature. Donc non, les choses ont beaucoup évolué. Je vois que les rapports avec les profs aussi ont beaucoup évolué. Et on avait quelques profs très sympas qui arrivaient à faire... On avait un prof d'espagnol, Monsieur Lassus, venait en conseil de classe. Tous les profs, cet élève redouble. Et Monsieur Lassus regardait droit dans les yeux. Prof d'espagnol, LV2. Non, on discute. Et il donnait une chance. Puis ensuite, il attrapait l'élève entre quatre yeux. Il disait attention, c'est ta dernière cartouche. 9 fois sur 10, l'élève passait et ça se passait bien. L'administration était un peu plus dure, mais quand il y avait des profs qui avaient énormément de caractère, comme vous devez en avoir, ils arrivaient à faire basculer. Et puis il y avait des profs qui suivaient un peu la vague, donc on avait un regard un peu différent là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses que vous faites qu'on ne faisait pas. En bien ou en mal ? Non, dans mais les deux sens, je pense. c'est même pas du bien ou du mal, c'est différent. C'est l'évolution d'une société finalement. Nous, les bêtises, parce qu'à l'époque c'était ça en fait, c'était du style tu rentres en cours, tu as un cours de philo qui va durer 4 heures,
c'est super la philo, j'adore ça, mais à l'époque, j'avais peut-être une approche différente. Et donc, on simulait, mais c'était vraiment une simulation virtuelle, hein, qu'on était dans un salon de thé et qu'on était en train de se servir du thé dans de fausses tasses, qu'on se passait une fausse tasse chaude à l'autre bout, que tout le monde devait faire très très attention à ne pas, ne pas la faire tomber. Ça rendait le prof, Monsieur Ferrara, de philo complètement fou. Et un jour, il nous parle de l'allégorie de la caverne, donc de Platon, en nous expliquant qu'on n'est pas très loin de ça, en fait. On est entre l'apparence et la réalité des choses, et on tend absolument, et on tend vers la vérité. Et donc sur ce, tu vois, il enchaîne sur un cours de philo, alors que nous, on pensait vraiment l'agacer. En fait, pas du tout, hein. Il n'a pas du tout été démonté. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Ça poussait pas très loin parce qu'en plus, il y avait toujours le fait que pour les parents, un prof qui disait quelque chose, mais il a tort. Non, il n'a pas tort. Oui, le prof avait toujours raison. Alors que par moment, c'était d'une injustice flagrante, mais les parents, par principe, prenaient pas parti. Et ça valait de belles engueulades pour certains élèves. Il était rare que les parents viennent prendre parti pour les élèves face à l'administration. Mais d'une manière générale, il n'y avait pas beaucoup d'injustice. Les choses se passaient relativement bien et ça se réglait toujours à l'amiable. On n'avait rien de vraiment grave. Quelqu'un qui avait été attrapé à fumer dans les couloirs, alors qu'on n'avait pas le droit de fumer dans le lycée du tout. Ou alors, toujours pas d'ailleurs. À Doudou, on pouvait. Nous, on pouvait ici, là où il y a la cafette. Oui, parce que tu es quand même venu quelques années après. Oui, moi, je suis bac 80, donc... Nous, c'est interdit, juste ça. C'est interdit, et c'est mieux, c'est ça. il y avait le bâtiment, celui-là, c'était FGH. Pourquoi FGH? Comme j'explique souvent, c'était les internats filles-garçons. Séparer le truc, et quand on attrapait un garçon qui était dans l'escalier de l'internat des filles, je pense que c'est le truc le plus grave qui pouvait arriver. Et qu'est-ce que tu fais là? Les parents étaient convoqués, c'était vraiment quelque chose de grave. Ça n'allait pas au-delà. On n'avait pas rien de bien méchant. Je ne me souviens pas de quelque chose de très très grave qui soit passé. Et on nous mettait dans les couloirs quand on faisait quelque chose. On vous met maintenant dans le couloir ou pas? En hiver. Ah ouais? Parce que nous, on nous mettait dans les couloirs. Mais c'est rare maintenant. Derrière la porte. Et de temps en temps, tu avais un élève qui en avait marre et qui frappait à la porte et qui disait au prof, est-ce que je peux entrer? Le prof lui disait non, couloir. Donc c'est comme ça. Ah, c'est beaucoup plus strict avant que maintenant. Ouais, mais on l'a pas pris, je sais pas, j'ai pas eu l'impression, moi, d'avoir vécu dans un environnement très strict. On l'acceptait, en fait. Et ça nous a forgés, finalement, je pense. C'est pas si mal que ça, quoi. Donc, avant de passer à la suite, donc, on va juste rappeler que fumer tue. Donc voilà, donc, pour tous les consommateurs de cigarettes, voilà, donc vaut mieux laisser tomber. Et donc maintenant, je voulais parler aussi du portail, qui est de l'ancien portail en tout cas, qui est un élément architectural du lycée qui tient beaucoup au cœur des anciens de culture. Oh, oui. Et donc, quels sont vos souvenirs avec ce portail? Waouh! Alors, si les pierres pouvaient parler, avec tout ce qu'on a passé comme heure là-dessus, assis à discuter, à refaire le monde, les gens qui ne rentraient pas au lycée ou qui sortaient, mais même quand les gens sortaient avant l'heure, faisaient un truc, ils restaient devant le lycée. Bon, souvent, les gens qui habitaient loin, quand les parents devaient venir, quelqu'un devait les récupérer, ou alors l'heure à laquelle ils devaient rentrer, on attendait les autres. On a passé des heures là-dessus, écraser la cigarette avant de rentrer, on était là-dessus, les petits flirts de l'époque, c'est beaucoup lié à ça. Et on appelait ça la porte de prison, la porte de l'enfer, tout, mais quand on nous a dit qu'on allait la détruire, on s'est dit on peut pas. Ça nous a fait quelque chose, oui. Moi, j'ai récupéré une pierre, on en a encore plusieurs. J'ai une pierre à la maison, on a de l'ADN là-dessus. Si on peut reprendre l'ADN, il y a quelque chose d'extraordinaire. Bon, cette porte n'est pas jolie, c'est une question de sécurité, mais c'est pour ça qu'on veut absolument... Elle est jolie, mais c'est une question de sécurité. La porte actuelle, je veux dire. Non, c'est une horreur. Mais celle-là, on va la récupérer. Et on y tient parce que... Et on va la remettre à l'intérieur du lycée, donc dans l'enceinte du lycée, et on fera les photos de classe, enfin vous ferez les photos on essaie, voilà, laisser soit un endroit de passage, soit un endroit où il y aura ça sera lié à un certain souvenir. Au moins pour les anciens et ceux qui l'ont connu. Vous l'avez connu encore, vous, donc... Oui, quand elle était encore au collège, oui. Au début, oui. Oui, donc vous l'avez connu avant qu'on la détruise. Oui. Maintenant, ceux qui arrivent maintenant n'ont pas connu ça. Et on a sollicité le proviseur justement dans ce sens, en lui demandant de récupérer la porte, s'il y avait une possibilité de lui redonner une seconde vie au sein du lycée. Et il a accepté vraiment avec beaucoup d'enthousiasme en nous disant, voilà, je vais chercher avec vous le plus bel endroit finalement pour qu'elle puisse être mise en valeur parce que c'est une porte qui a une histoire finalement. C'est ça. Et donc, quand vous êtes venu aujourd'hui, donc vous avez forcément vu tous les travaux qui sont en train de se faire ici. Absolument. Et quelles sont vos premières impressions de ce nouveau lycée qui va être construit?
On a un peu un petit sentiment de nostalgie parce qu'il y a des choses qui vont disparaître. On est venu, on a récupéré des choses qui allaient être jetées, je te dis pierres, des choses. On a quand même fait ça. On va plus retrouver nos anciens bâtiments, mais en même temps, ils étaient obsolètes. Ça pouvait plus tourner comme ça. C'est l'avenir. Donc, on a un petit peu de nostalgie, mais ça fait avancer les choses parce que vous auriez étudié dans nos conditions, vous n'auriez pas accepté. On n'avait pas de vidéoprojecteur en cours, on n'avait pas d'écran. Ça n'existait pas de toute façon. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de... Donc en hiver, on avait froid. Ah non, on marchait pas une fois. Non, c'était assez rudimentaire. Et on s'en contentait. C'était pas très... La clim, on n'y pensait même pas parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas de clim même à la maison. Donc non, les choses évoluent. Donc on s'en rendait moins compte. Mais il y a un peu de nostalgie, puis se dire que les bâtiments vont partir, mais après tout, ils sont vieux, ils ont fait leur temps, et puis ça laissera des souvenirs aux prochaines générations. Quand, dans quelques années, ils détruiront pour refaire autre chose, ils diront la même chose. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est un drôle de sentiment. Hein. Le collège était l'école primaire. Moi, j'ai fait une seule année, donc toute petite classe là-bas. Mais je me rappelle des petites baraques où c'était des salles de classe. Il y avait des arbres au milieu du jardin. Enfin, c'était une petite école primaire, quoi, très jolie. Bon, maintenant, c'est un collège. On disait le petit lycée à l'époque. On l'appelait le petit lycée, oui. Et il y avait pas on ne pouvait pas passer l'un à l'autre. D'ailleurs, c'est encore tout récent. C'était quand nous étions en 5e que ça a commencé à se faire. C'est les travaux. Ah. Oui, mais donc moi mes filles ont fait leur dernière année de primaire là-bas. C'était autre chose parce que c'était pas les parents étaient en bas pour donc les primaires. Ensuite c'était en haut, donc rentrer par la grande porte pour je suppose c'est un peu la même chose avec le collège et le lycée parce qu'ils rentrent pas en bas. Ensuite rentrer par la grande porte c'était quelque chose, mais bon puis c'était beaucoup plus bon enfant. Les portes étaient ouvertes, n'importe qui pouvait rentrer à l'époque. Les parents rentraient, il y avait des gens qui venaient, quelqu'un qui devait passer au lycée rentrait directement, puis posait la question où aller. Maintenant, ça aussi, c'est un peu évolué. Oui, pour des raisons de sécurité toujours évidentes, bien sûr. Mais bon, c'était vraiment une autre époque, c'est sûr. Ça va nous laisser de la nostalgie. Vous verrez dans quelques années, quand vous reviendrez au lycée, ça vous fera la même chose. Donc, autant qu'équipe organisatrice du FOMA, quelles sont vos attentes pour le FOMA 2019 à Tunis, on rappelle, du 12 au 14 avril? Alors nos attentes, d'abord nous sommes très très heureux de recevoir une centaine de participants de l'étranger, heureux et fiers, absolument, qui vont venir des 6 continents. Nous avons une cinquantaine d'établissements, 34 pays, enfin donc c'est quand même un événement qui est très important, non seulement pour nos établissements, mais aussi pour la Tunisie, hein, ça c'est clair. Alors maintenant nos attentes c'est de faire découvrir d'une part la Tunisie, donc à nos hôtes, et puis d'autre part de leur faire, de partager avec eux nos expériences communes et d'essayer de faire évoluer le réseau. Donc un réseau qui est un réseau mondial des anciens des lycées français dans le monde. Donc principalement, alors nous allons avoir une table ronde qui va être animée par Donia Cheouch, notre journaliste ancienne de Mutu, brillantissime, à laquelle vont participer donc des intervenants, des participants donc étrangers, et puis plusieurs ateliers thématiques qui vont être animés par des élèves de l'ECVL, ainsi que des représentants des associations locales donc en Tunisie et des participants étrangers autour de certaines thématiques. dont vous a parlé Hel Mseleti, il me semble, lorsqu'elle a été interviewée. Donc, par exemple, avenir des lycées français à l'étranger, passé, présent, futur. Voilà, entre autres. Donc, et puis, une plénière avec des témoignages de grands témoins. Bon, nos lycées français, ceux de la Tunisie en particulier, mais pas uniquement, hein, mais comme nous abritons ce FOMA, donc j'en parle en connaissance de cause, nous avons énormément de personnes, comme l'a dit Semi auparavant, qui ont fait une brillante carrière, que ce soit dans le domaine des arts, des sciences, de la culture, de l'audiovisuel et de la politique, absolument, et qui ont une renommée réellement mondiale. Par exemple, Adnan Trojet, notre jeune Trojet donc de Mutu, qui est relativement jeune, et maintenant il vient d'être nommé, donc c'est le monsieur numérique de l'Élysée. Donc nous en sommes très fiers et il fait partie de notre association. Il est membre fondateur. D'ailleurs, nous espérons vraiment qu'il sera avec nous à Tunis. Enfin,
vu son activité professionnelle, ça va peut-être être un petit peu difficile, mais bon, c'est lui qui a... On croise les doigts. On croise les doigts, absolument. Donc, il est très difficile d'énumérer toutes les personnes qui brillent par leurs travaux et qui font briller, en fait, notre lycée à travers leurs réalisations. Voilà. Sem est très modeste, il ne veut pas parler de lui, donc je ne vais pas m'étendre parce qu'il ne va pas apprécier. Mais en fait, il est parmi les personnes, effectivement, qui rehaussent réellement... voilà, il va se fâcher, mais c'est la réalité. Hein. Donc il fait lui aussi... Bon, il est hôtelier, et un hôtelier largement reconnu sur la place en Tunisie, aussi à l'international, par faut exemple. être fier, hein. Faut pas avoir honte. Ah non, mais j'ai pas honte, mais c'est exagéré, c'est tout. Non, il y a des gens qui ont une réussite, on va dire, personnelle. On a des polytechniciens, des gens qui ont fait pont et chaussée, qui ont pu faire centrale. Il y a d'autres qui sont dans le domaine des arts. On a des gens qu'on retrouve, et des fois, à des postes, on dit, tiens, mais vous avez fait... Hop. Et puis on s'aperçoit que, justement, c'est le réseau qui peut fonctionner, mais c'est à des niveaux bien hauts, surtout à l'international. Les gens qui arrivent à réussir à l'étranger, dans des domaines où on ne les attend pas vraiment... souvent, ce sont des Tunisiens, parce que ce sont surtout ceux qui sont attachés plus au lycée ou des binationaux tunisiens, parce que la plupart des autres étaient de passage. Donc les gens disent oui, j'ai fait, mais on est, disons, plus attachés quand les gens sont originaires de Tunisie ou franco-tunisiens ou tuniso, ça peut être tuniso-allemand, tuniso-belge ou tuniso-nicaraguayen, c'est pas. Mais oui, et ce qu'il y a, c'est quand il y a une attache à la Tunisie qu'on peut suivre les personnes. Et quelqu'un qui a fait une dizaine de lycées français d'allemand dit oui, il est passé à, mais c'est pas on va dire un mutusien à 100%. Oui. Moi, j'ai fait 2 lycées et de temps en temps, on sourit là-dessus. J'ai pas passé mon bac à Mutu, mais on se retrouvait tous à la Marsa à l'époque pour passer. Mais les gens qui sont en plus attachés à la Tunisie, quand on les remarque quelque part, c'est un ancien du lycée et un Tunisien ou un Tuniso quelque chose. Donc, c'est surtout ça ce qui marque. Et pour en revenir au FOMA, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça permet de faire parler un peu de la Tunisie et du lycée. Et puis, sur les prochains FOMA, quand on ira, les gens, déjà, vous regardent différemment. Ah, c'est vous qui avez fait nanana. On s'inspire de ce qui a été fait avant, entre autres à Lisbonne. On a eu donc des gens qui ont été participés. Et puis, ça permet, quand il y a quelque chose à proposer au niveau de l'association des anciens des lycées français, ah oui, mais c'est vous qui avez organisé, ça donne entre guillemets un certain prestige, je pense, qui permet de discuter un peu avec les autres, un peu différemment, parce qu'on va vous dire le lycée un tel dans tel pays, pas trop connu, mais maintenant on saura qu'entre autres PMF a organisé conjointement avec le lycée de la Marsa et les anciens de Carnot ce FOMA. Donc, ça donne une certaine notoriété, même pour les gens qui se déplacent. Ailleurs, ils changent de lycée, et les profs, mais le FOMA, Tunisie, ça peut être quelque chose aussi qui apporte. Plus ce qu'on peut en retirer personnellement, c'est ce qu'on en retire, disons, en groupe, savoir que le lycée, les anciens, tout ça, ça permet de promouvoir un peu les choses. Bon, je vois qu'on a un peu beaucoup de temps, donc un dernier message, un dernier mot pour la radio, pour les élèves actuels de PMF, pour... quel que soit l'auditeur qui nous écoute, un dernier message, ceux qui passent des examens, courage. Absolument. Merci, parce qu'on est concernés dans notre radio. Oui. Bon courage, si vous avez besoin de nous, nous sommes là. D'accord, merci beaucoup. Et on compte sur vous. Vous êtes les nouvelles générations, donc vous êtes très, très importantes pour nous. Et j'espère que tout ce que nous allons faire ensemble, d'abord, j'espère pour vous un avenir radieux et que nous allons nous revoir dans d'excellentes conditions et qu'on va continuer à travailler ensemble pour le bien de tout le monde. Et puis un petit message, sitôt que vous aurez eu votre bac et vous avez fait quelques années en Tunisie ou à l'étranger, que vous entrez dans la vie active, rejoignez l'association, venez vers l'association parce que nous, on a essayé de baser ça sur un système triennal. Tous les 3 ans, on va essayer soit de renouveler, soit de partir. On n'est pas là pour faire du Ben Ali et rester pendant 30 ans. Absolument. Ce qu'on veut, c'est que d'autres viennent et qui continuent. Donc, on veut lancer un certain état d'esprit.
On peut être là s'il y a besoin, mais on préfère se retirer et qu'il y ait des idées nouvelles, parce qu'il y a des choses que vous ferez qu'on serait incapable de faire. Tout à fait. Donc un Et ça- rajeunissement de l'association. Bien Ah oui, sûr. oui, c'est absolument vital. Bien sûr. Parce que si c'est une association de momies à la fin, ça intéresse personne. Bon, là, on va jusqu'à 30 ans à peu près. Non, même moins. Plus jeune que 30 ans, je Oui, il y a une ou deux. Oui, je pense qu'on est dans les 26-27 ans. Donc ça va de l'âge de plus de 60 ans jusqu'à 26 ans, 25 ans. Maintenant, on vous attend, hein, bien sûr. On a eu quelques élèves du CVL et tout. On aimerait quand même Oui. qu'il y ait des gens qui viennent. Mais même si, pendant leurs études, s'ils veulent venir à partir du moment où ils quittent le lycée avec le bac ou même sans le bac, c'est pas le problème. Être ancien, venir donner un coup de main pendant les vacances, quand ils sont de passage, lancer un événement quel qu'il soit. On est prêt à suivre. Merci beaucoup, donc le message est passé. Donc c'était donc sur les ondes de Radio PMFM. On vous rappelle, le FOMA aura lieu à Tunis du 12 au 14 avril, et notamment à PMF le 13 avril, donc ce sera samedi. Et donc c'était tout pour nous aujourd'hui, et on vous retrouve bientôt sur les ondes de PMFM, et portez-vous bien.